Oh là 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 là, mais quel trésor, mais quel bonheur vient de paraître. Mais c'est Claude Masse. Les amis, écoutez, si vous ne savez pas quoi faire aujourd'hui, tout se passe à la Jarry, au Salon du Livre de la Jarry, qui est un salon qui se consacre essentiellement à l'histoire et qui met chaque année la main sur des trésors, des perles, des tas d'auteurs, des spécialistes, des historiens, qui savent nous révéler l'histoire et nous la faire aimer. Et alors quand il s'agit de révéler, comment dirais-je, les images de l'ensemble de nos côtes qui ont bougé avec le temps, alors là, je peux vous dire que c'est des découvertes inouïes. La baie de l'Aiguillon, la Vendée, nos îles, la ville de La Rochelle. Et quand on sait que notre histoire, c'est une histoire pour nous défendre de l'anglais, de l'ennemi, préparer nos côtes. Imaginez la quantité de dessins. Il y a un homme dont on a tous entendu parler, Claude Masse. Il y a même des gens qui pensent qu'il était encore vivant aujourd'hui. Non, Claude Masse, c'était une quarantaine d'années à parcourir toute notre région. On est sous Louis XIV, on est entre 1688 et 1724, et c'est lui qui est chargé, aux côtés de Vauban, de dessiner la meilleure manière de fortifier le littoral. Et bien si on parle de tout ça aujourd'hui et qu'on est dans ces belles images-là, il y a près de 600 pages, c'est tout simplement celui qui a permis de rassembler tout ça. Il s'appelle Yanis Suir. Alors, il n'est pas peintre, il n'est pas de la famille du peintre. Yanis Suir, c'est un historien local. Il est conservateur du patrimoine. Il a exercé ces fonctions-là sur la région Poitou-Charentes. Il est maintenant sur la Vendée pour un travail assez similaire. Yanis, c'est un vrai plaisir. Bonjour. Bonjour. Bon, dites donc, c'est une chance de vous voir. Vous avez dû passer des semaines, des mois, des années enfermés dans ce bouquin. Vous avez privé votre famille de votre présence. Claude Masse, quand on tombe dans Claude Masse, la vie change, on n'est plus le même homme. C'est un peu comme la potion magique, effectivement. Ouais. Il m'occupe depuis quelques années. J'avais découvert son œuvre lorsque j'avais fait ma thèse sur l'histoire du Marais Poitevin. Ouais. J'avais découvert la richesse, la justesse surtout de son œuvre, de ses cartes et de ses mémoires. Ouais. Et une fois ma thèse terminée, eh bien, je me suis dit que cette richesse-là ne pouvait pas rester dans les tiroirs. Ouais. Et il fallait la rendre accessible au plus grand public. Mais il fallait un talent inouï, parce qu'à l'époque, on n'avait pas les ordinateurs, on n'avait pas l'informatique, il fallait être dessinateur, peut-être il fallait avoir fait les beaux-arts, peut-être non. Mais notre gars était ingénieur du roi. Il est ingénieur. À l'époque, on ne connaît rien de sa formation. On sait qu'il est originaire de Savoie, Ouais. fils de marchand, Ouais. repéré pour son talent de dessinateur. Il se retrouve dans l'entourage de Vauban et il est envoyé avec un de ses mentors, François Ferry. Il est envoyé sur les côtes atlantiques pour cartographier, dessiner les côtes entre la Loire et les Pyrénées et assurer leur défense. Ouais. Il a un petit faible pour nos côtes ou non, sa mission c'est nos côtes. Il remonte jusqu'à la Normandie, il descend jusqu'au Pays Basque ou pas? Il va de la Loire aux Pyrénées. Voilà, c'est sa mission pendant 40 ans déjà de cartographier toutes les côtes entre la Loire et les Pyrénées. On lui demande de noter les fortifications qui existent, celles que l'on devrait relever ou créer. Ouais. Et puis lui, il va se prêter au jeu. Ouais. Il va s'installer à La Rochelle, il va épouser une Rochelaise, donc ça va faciliter les choses. Et puis il va se prêter au jeu, c'est-à-dire qu'il va aller voir les habitants, il va les interroger, il va s'intéresser à leur vie quotidienne, à leur vie économique, à leurs ressources, au paysage, à la géographie. Et donc plus que sa mission militaire, il va aller bien plus que cela, il nous livrer un vrai chef-d'œuvre. Alors, il est de quelle nature? C'est un bileux, c'est un joyeux, en tout cas c'est une tête de Holtz, comme on dirait dans les pays de l'Est, c'est une tête de bois, il a du caractère, il a du tempérament. Il a du tempérament pour mener à bien son travail. Alors, il y a des correspondances avec sa hiérarchie qui n'est pas toujours facile. On dirait aujourd'hui que ses frais de déplacement ne lui sont pas toujours remboursés. Donc, parfois, il râle un peu. Mais c'est quelqu'un aussi de profondément croyant, qui croit beaucoup à sa foi, beaucoup à sa mission et beaucoup à la transmission de son savoir aussi, et surtout envers ses enfants. Ses deux fils qui vont lui succéder comme ingénieur. Et il va essayer de leur transmettre son savoir et son savoir-faire. Pour la connaissance de l'histoire, aujourd'hui encore, c'est fondamental tout son travail, puisqu'il n'a pas fait que les côtes, il est allé un peu à l'intérieur des terres pour voir, donc le Marais Poitevin jusqu'au bout, le pays d'Aunis, l'arrière-pays, il l'a fait aussi. Aujourd'hui, il n'y a pas un maire qui pourrait travailler l'urbanisme de sa commune sans avoir consulté les planches de Masse pour savoir ce qu'il a sous les pieds. Et d'ailleurs, la mairie de la Jarry vient de creuser devant la mairie, et puis on est à peu près conforme à ce que Masse avait peut-être dessiné d'ailleurs. Oui, effectivement, Claude Masse s'est approfondi un petit peu dans l'arrière-pays, notamment ici en Aunis. Il habitait encore une fois à La Rochelle, donc il est allé voir un peu plus loin. Et puis il a donc cartographié, dessiné chacun des bourgs, chacun des villages et les alentours aussi. Donc la Jarry fait partie effectivement des bourgs qu'il a visités. Ouais. On vous garde sous la main parce qu'on fera une émission spécifique consacrée à Claude Masse avec l'ensemble de son œuvre, une partie en tout cas de son œuvre, dans le cadre d'une émission MAG spécifique d'1 heure avec vous. Vous reviendrez nous visiter. On va juste regarder 2-3 petites images et puis après
retrouver Géraldine Gilardot, première adjointe au maire ici en charge de la culture, passionnée d'histoire. Elle a aussi mis la main sur 2 pépites parmi l'ensemble des, comment dirais-je, des libraires qui sont ici, au nombre de plus d'une quarantaine. Alors regardez les amis, alors, non seulement le gars faisait les côtes, l'intérieur des terres, mais il faisait les coupes. Il découpe aussi des principaux monuments. Il s'est beaucoup passionné pour les monuments de La Rochelle, que ce soit l'hôtel de ville, que ce soit les tours, comme ici les tours bien connues de La Rochelle. Donc il nous en livre des coupes, des plans, des élévations à l'époque, et ce qui nous permet de savoir leur état à cette époque-là. Aujourd'hui, en effet, cette partie a été supprimée au 19e siècle. Quand on élargit le port, on supprime cette petite partie-là. Mais on fait et ce qui nous permet de savoir qu'il y avait ça, c'est ce travail, ouais. C'est ces images qui sont là, qui perdurent. Et est-ce que des fois, il n'a pas dessiné plus que ce que la réalité proposait, offrait? Je ne pense pas. Je pense qu'il a toujours été très factuel et très conforme. Oui, tout à fait. C'est un militaire, hein. Donc, donc il est cartésien, il mesure. Loyal, il est loyal, honnête. Hein. Et d'ailleurs, une carte comme celle-ci qui nous montre les alentours de la baie de l'Aiguillon, si vous la superposez avec les cartes de l'IGN actuelles, hein, ça correspond tout à fait précisément. Ouais. Alors là, par exemple, on a Joinande, etc. Vous avez des zones qui sont, quand Xynthia tape et que la mer revient, complètement en eau. Ce document peut nous aider ? Il peut nous aider parce que l'on voit les limites de la baie de l'Aiguillon à cette époque-là, la manière dont les marais n'étaient pas encore aménagés à cette époque-là, comment est-ce que les dessèchements ont pu avancer. Une carte comme celle-ci nous montre aussi les différentes ressources, comme le vignoble qui couvrait la plaine d'Aunis, ou encore ici, il nous parle des bouchots de la baie de l'Aiguillon, et il nous dit ces bouchots de Charon et des Nandes où l'on fait les bonnes moules. Donc on peut imaginer qu'il les a goûtés pour apprécier lui-même la qualité de la mytiliculture de la baie de l'Aiguillon. Yanis, merci, c'est un boulot exceptionnel. Je veux dire, procurez-vous ce livre-là. On se le procure où, là, dans toutes les bonnes librairies, ou il faut vous appeler sur l'Internet? Non, dans toutes les bonnes librairies, en particulier, effectivement, sur le site du Centre vendéen de recherche historique, histoirevendée.com, mais aussi dans toutes les librairies. Géraldine, c'est un vrai bonheur, ce salon-là. En plus consacré à l'histoire. Quand on sait comment, ici, dans nos régions, on est attaché à cette histoire-là. Combien il y a d'exposants, là? Et pourquoi l'histoire? Et il a 17 ans, donc il tient maintenant. Oui, alors 17 ans, avec des bouquinistes vraiment de grande qualité. On a beaucoup de livres du 19e, de la fin du 18e, des choses plus récentes, des vieilles bandes dessinées, des bécassines, des vieux Tintins. Donc on a vraiment un salon et des spécialistes qui reviennent très régulièrement. Et on est très content en effet de ce salon. Sachant qu'on met également des associations locales également en valeur, qui sont importantes. Et puis un endroit également pour les enfants. Et chaque année, on a également des illustrateurs de bande dessinée. On aime bien que les gens puissent repartir avec une bande dessinée dédicacée. Et c'est le cas aujourd'hui avec les éditions Le Label dans la forêt. Alors chaque exposant est important. Il y en a quand même 2 autres là, aux côtés de Yanis, que vous avez un peu mis à l'honneur, eu égard les recherches qu'il mène. Il y a Jean-Louis Martinetti. Jean-Louis Martinetti, en effet, qui va nous parler de son voyage à Constantinople. Et puis, en effet, l'archéologue Jean-Michel Large, qui est à nos côtés. Alors, Jean-Louis Martinetti, je vais vous demander de vous avancer ici à nos côtés. Merci, Géraldine. Jean-Louis, alors vous êtes, je ne sais pas si on a vu à l'image le livre, là. On va regarder la couverture du livre, vous allez comprendre tout de suite, les amis. Vous venez de signer un très beau livre qui s'appelle Un Vendéen à Constantinople, et on découvre que vous êtes le neveu de ce fameux Donatien vigneron dont on pourrait dire que c'était le Pierre Loti vendéen, quoi, j'allais dire. À la fois personnage cultivé, mais les affres aussi du personnage. Qui c'est ce Donatien vigneron? Eh bien, c'est un instituteur né à Chavaillan-Paillé. Qui a eu... De l'école publique, de l'école privée? De l'école privée, séminaire de Chavaillan-Paillé, collège de Saint-Laurent-sur-Sèvre, et qui ensuite est devenu instituteur stagiaire avant d'être incorporé dans l'armée d'occupation de Constantinople en 1920. Direction la Turquie. Direction la Turquie. Et là commence son œuvre à travers 2 carnets ainsi que des photos que nous avons retrouvées 90 ans après sa mort dans 2 boîtes à chaussures et qui étaient restées pendant ce temps-là totalement inconnues, notre mère ne nous en ayant jamais parlé. Et à la découverte de ces carnets et photos, je me suis dit, je ne peux pas laisser ça comme ça. Il faut faire quelque chose pour faire connaître à la famille d'abord, aux Vendéens. Et j'ai été le premier surpris puisque j'ai interrompu un travail de recherche que je conduis depuis 12 ans
pour mettre en forme ce livre dont j'ai rédigé les 30 premières pages et ensuite ce sont les carnets id extenso qui sont présentés. Et là, quel bonheur de voir une écriture qui me laisse un petit peu rêveur et que j'aimerais avoir. Et d'autre part, transparaître des qualités humaines, des qualités d'homme de lettres certainement. Il parle de son temps, il rapporte son temps, il est photoreporter ou il écrit comme ça plutôt? C'est un véritable écrivain qui relate tout ce qu'il vit au jour le jour. Oui, c'est comme Pierre Loti qui a des journaux de voyage. Absolument, mais il est à Constantinople 10 ans après Pierre Loti, il fréquente les mêmes lieux. C'est un livre de voyage et de découverte de tous les quartiers de Constantinople et de la vie qui s'y passe à cette époque-là. Et on pourrait d'ailleurs y retourner aujourd'hui avec cet ouvrage sous le bras et découvrir tous les lieux qu'il a fréquentés. Et d'autre part, les événements que nous connaissons aujourd'hui dans le Moyen-Orient et en Turquie en particulier nous replongent dans une histoire à l'envers de ce qu'a pu connaître Donatien Vigneron à l'époque de l'avènement de la République de Mustapha Kemal. Vous en parlez bien, je sens que c'est déjà une belle histoire d'amour. En tout cas, il est complètement pas réhabilité dans la famille, mais maintenant, il occupe une place qui était sa place, grâce à votre livre. Tout à fait, il a retrouvé toute sa place et malheureusement, il est mort très jeune puisqu'il est mort à l'âge de 29 ans d'un cancer des cordes vocales. Oui. Et dans son livre, il parle de celui de cet indiscret qui peut-être un jour publiera son œuvre. L'indiscret, c'est moi, finalement. Alors, je suis allé sur sa tombe que j'allais fleurir étant petit enfant. Alors, il est où? Il est resté là-bas? Il est enterré à Virazeille, dans le Lot-et-Garonne, où j'allais fleurir sa tombe avec ma grand-mère. Je ne savais pas qui il était. Et quand ce livre est sorti, je suis allé à Virazeille sur sa tombe. Je lui ai dit, tu vois, Donatien, l'indiscret, c'est moi. Voilà, des belles histoires de famille en tout cas, et puis en même temps un éclairage sur une époque qui était une période riche et dense. Donc sachez, amis vendéens, si vous ne le saviez pas, que vous avez vous aussi votre Pierre Loti. Vous n'avez rien à espérer, à attendre de Rochefort. Voilà, donc maintenant, dès que la maison Pierre Loti sera ouverte, il vous faudra travailler à la maison Donatien Vigneron. Voilà. Merci Jean-Louis. Merci. Et puis alors on le disait, un deuxième compagnon historien, vous aussi. Alors ça passionne nos amis. Tenez, on va se reculer un tout petit poil. Ça passionne nos amis dès qu'on arrive ici dans la région Charente-Maritime. On a envie de comprendre nos côtes. Quand on se prend des Xynthia, ça bouscule nos géographies. Quand on regarde l'histoire, un coup les eaux sont très hautes, elles s'en vont baigner jusque les portes de Niort. Un coup elles sont très basses. Si on voulait se baigner, elles sont à 100 km au large de La Rochelle. Il faudrait prendre sa voiture pour aller se baigner. Ça n'a pas de secret pour vous, la situation des rives et du marais Poitevin en particulier. Et avant la conquête romaine. Alors, vous connaissez tout du marais mouillé, vous connaissez tout du marais desséché, la présence de la mer, je le disais, et puis les premiers occupants, parce qu'il y a les premiers hommes qui arrivent, lesquels qui se battent, qui se bousculent, qui se déchirent le coin. Je ne sais pas s'ils se bousculent, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une certaine densité de population, notamment à partir du 5e millénaire avant notre ère, donc ça ne nous rajeunit pas. Hein. Et ce sont les premiers paysans, les premiers agriculteurs-éleveurs. Et c'est un petit peu de cette histoire-là que je raconte avant justement l'histoire officielle, l'histoire telle qu'on la connaît à partir des Romains. Donc c'est cette histoire-là qui est enfouie dans la terre. On n'a que cela pour pouvoir la découvrir. On n'a pas de texte, on a juste les éléments matériels qui nous ont laissés, que ce soit des fossés, que ce soit des sépultures, que ce soit aussi quelques tessons de poterie, quelques silex, puisqu'ils ne connaissaient pas dans un premier temps la métallurgie, ils la connaîtront un peu plus tard. C'est de toute cette histoire que je raconte dans ce petit ouvrage. Jean-Marc, notre vie gallo-romaine, elle est dense, très dense. On est une zone particulière, d'activité particulière, ou non, on est un peu comme partout, il y a des gens éparpillés, puis voilà quoi. Non, je crois qu'il y a un tropisme très très fort autour de cet ancien golfe, car le marais Poitevin était... Les Pictons? Oui. Ou les Santons? Oui, non, les Pictons, comme vous voulez. En tout cas, cet ancien golfe a amené beaucoup de monde pour une raison qui est assez simple, notamment pour les premiers paysans, c'est que les terres agricoles étaient avantageuses, intéressantes, et la déforestation s'est faite relativement rapidement. Et à partir de là, il y a eu une certaine densité de population. Imaginez par exemple
qu'aux alentours de 3300, 3200 avant notre ère, c'est-à-dire il y a 5200 ans, une population qui était équivalente à celle qu'on connaîtra au début du Moyen-Âge. Donc avec une déforestation intense, avec une mise en valeur des terroirs agricoles, avec des gens aussi qui étaient parfois envieux, puisqu'on connaît aussi pas mal de traces de violence aussi entre eux, mais pour autant avec une certaine densité particulière, amenée par le fait que le marais Poitevin ou le golfe des Pictons, c'est un terrain où on trouve du sel, donc une richesse potentielle, et on trouve des terroirs et une richesse aussi faunistique qui permet justement de vivre dans de bonnes conditions sur ce terrain-là. Donc un terrain très envié et un terrain qui a fortement été occupé dès ces époques-là. Alors est-ce que la région est un peu bousculée par des hordes de gens du nord, de l'est, qui sont venus modifier les équilibres? Oui, alors il y a eu de ces modifications. Alors la première modification justement c'est les premiers paysans, parce que les premiers paysans ils viennent d'ailleurs. Ils ne sont pas originaires du coin. Avant, il y avait des chasseurs-cueilleurs qui étaient là, qui chassaient, qui le sanglier, qui le cerf. Mais, comment dire, c'était des petites communautés nomades et tout ça. Et est arrivé comme ça, ou sont arrivés, d'ailleurs on ne sait pas trop si c'est un singulier ou un pluriel, deux courants. Notamment un qui part de l'Est, qui franchit toute la partie continentale et qui arrive par la vallée de la Loire. C'est lesquels ceux-là? C'est des Goths, des Visigoths? Non, on va les appeler alors on les appelle des Danubiens, allez, du Danube si on veut. Et puis un autre courant, lui, qui arrive par la Méditerranée et qui remonte le long des côtes et qui rejoint le premier groupe en question. Donc on a la rencontre de ces deux communautés. Alors le deuxième groupe, lui, s'appelle Cardial, tout simplement parce qu'il décorait ses poteries d'un petit coquillage qu'on appelle le cardium, d'où le nom de Cardial. Et donc ces communautés se sont rejointes au début du 5e millénaire dans nos régions et ont pratiquement effacé toute trace des chasseurs-cueilleurs. Et puis une deuxième horde, une deuxième invasion, aux alentours de 2200-2500 avant notre ère, avec des gens qui venaient là carrément des steppes. Et qui sont venus jusque dans l'ouest de la France se mélanger aux populations locales. Et tout ça est constitutif de ce que sont aujourd'hui les Saintongeais, de ce que sont aujourd'hui les Auniciens. Et vraisemblablement, sous nos pieds, il reste encore des tas de choses. On est bon là sur la recherche archéologique, vous qui êtes archéologue, ou vous avez des intuitions qui font qu'on pourrait être meilleur et à quelques endroits dont on parle peu? Non, je crois qu'on est pas mal. On est pas mal. Il y a pas mal d'équipes, à la fois des équipes de recherche préventive et aussi des équipes gérées par les départements qui sont vraiment très très bonnes. Jean-Marc Large, je vous remercie. Voilà donc votre ouvrage sur les rives du marais Poitevin avant la conquête romaine. Vous avez vu un avant-goût. Si vous préférez l'histoire plus exotique, entre guillemets, allez, Le Pierre Loti vendéen, un Vendéen à Constantinople, livre de Jean-Louis Martinetti. Et puis enfin, et en majesté, j'allais dire, pour toute la poésie, 600 pages sur les plus beaux dessins, les plus beaux travaux de Claude Mas, qui était ingénieur du roi et qui, à lui tout seul, nous raconte toute l'histoire de nos sous-sols. Voilà, Yanis, merci. Les amis, eh ben, si vous avez loupé le rendez-vous, c'est jusqu'à ce soir ici à la salle des fêtes, j'allais dire, pour faire court. C'est le gymnase de la Jarrie. Et puis, si vous n'avez pas le temps de venir parce que vous nous écoutez depuis Honolulu, etc., un an pour préparer le billet, rendez-vous à l'année prochaine ici dans cette même salle, toujours sur des belles surprises liées à notre belle histoire, bien fondatrice. À très bientôt sur Nice TV, les amis. Allez, en direct.